On a déjà beaucoup parlé des monnaies numériques. C'est mon thème, justement, des monnaies numériques des banques centrales et du Bitcoin. C'est un peu difficile de passer après cette table ronde et toutes les autres. J'avais prévu une présentation que je ne vais pas vous passer, justement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et je voudrais faire les choses un petit peu différemment que ce qui avait été pensé, c'est-à-dire revenir peut-être sur un certain nombre de choses qui ont été dites dans les tables rondes précédentes sous un angle un peu différent. Donc, le thème, normalement, c'est la numérisation de la monnaie Bitcoin face à l'émergence des monnaies numériques des banques centrales. Et donc, comment Bitcoin va se positionner face à ces monnaies numériques, ce qui conduit, bien sûr, à se demander d'abord qu'est-ce que c'est qu'une monnaie numérique. Et donc, pour vous parler de ce sujet, je ne me placerai pas sous un angle économique, je ne me placerai pas sous un angle opérationnel et technique, je me placerai plutôt sous un angle purement factuel. Bon, je suis avocat de formation, banquier aussi de formation, et donc c'est un peu avec cette double casquette que je voudrais essayer d'en dire quelques mots. Alors, quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, il y a monnaie, il y a numérique et banque centrale. Alors, on a beaucoup parlé de banque centrale, j'en reviendrai un petit peu quand même. On a un petit peu parlé de monnaie numérique, on a beaucoup parlé de monnaie, mais on n'a pas forcément parlé de tous les aspects concernant la monnaie numérique de banque centrale, notamment sous l'angle, je focaliserai surtout sur l'Europe. Bon, on vous a dit dans les tables rondes précédentes les différentes définitions économiques de la monnaie, et je suis surpris d'ailleurs de voir que dans ces définitions, qui remontent à Aristote, et puis on fait part beaucoup des approches économiques, il manque quelque chose. La monnaie, dans le mode actuel, c'est aussi un mode de financement de l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la monnaie qui permet le financement de l'économie par de la dette. Donc une des dimensions de la monnaie, qui est l'autre face de la monnaie, sans jeu de mots, c'est la dette. Et donc il n'y a pas de monnaie sans dette, et vous verrez en quoi c'est important quand on parle après des bilans des banques centrales. Et quand on veut parler après de la monnaie numérique et du Bitcoin. Parce que qui dit dette, comme dit la chanson, dit créance. Et qui dit créance, dit remboursement. Comment je rembourse une monnaie numérique? Est-ce que je peux me faire rembourser de mon Bitcoin? Ça, c'est des questions qui, normalement, on doit se poser pour voir c'est quoi la différence entre une monnaie numérique de banque centrale et un Bitcoin. Donc, sur les définitions classiques de la monnaie en unité de compte, en réserve, en paiement, bien sûr, n'oublions pas que tout ceci sert essentiellement aujourd'hui dans la monnaie sous l'angle de financement de l'économie, parce que c'est de la dette. Quand on parle de monnaie numérique, il y a monnaie et numérique. Et donc, on est conduit tout de suite à se dire, mais la monnaie numérique, est-ce que c'est une nouvelle forme de la monnaie? Vous savez qu'on distingue traditionnellement la monnaie fiduciaire de la monnaie scripturale. Et de la monnaie fiduciaire, donc il y a les pièces de monnaie et les billets de banque. J'observe d'ailleurs qu'on parle de billets de banque, puisque historiquement, les billets de banque étaient émis justement par des banques privées, et ça avait, juridiquement, c'était comme une lettre de change. C'est un effet de commerce privé. Et aujourd'hui, le mot billet de banque ne veut plus dire qu'une seule chose. Le billet est émis par la banque centrale. Si vous allez à Hong Kong, il y a beaucoup d'entre vous qui sont allés à Hong Kong, dans une moindre mesure aussi en Écosse, vous verrez que les billets ne sont pas émis par la banque centrale. Ils sont émis par des banques privées. HSBC émet le dollar de Hong Kong. Comme Bank of China émet des billets de la monnaie Hong Kong. Pour autant, ce ne sont plus des effets de commerce. Vous allez voir en quoi c'est important par rapport notamment à l'aspect du Bitcoin. Donc, est-ce que la monnaie numérique, on doit la classer dans la monnaie scripturale ou dans la monnaie fiduciaire? Dire, bon, on s'en fout. Non, on ne s'en fiche pas. Parce que par derrière, c'est des questions d'agrégat monétaire, j'y reviendrai un petit peu, mais c'est aussi et surtout des questions de savoir qui... Enfin, on parlait tout à l'heure du projet de l'euro numérique, je vais beaucoup en parler aussi, mais qui a le pouvoir de décider, et sur quelle base juridique on a le pouvoir de décider d'émettre cet euro numérique? Alors, dans les projets actuels, et c'est le projet de l'euro numérique, c'est qu'on va assimiler la monnaie numérique, l'euro numérique, à un billet de banque. Pas à une pièce de monnaie, mais à un billet de banque. Et ça, il y a une subtilité juridique ici qui est intéressante, puisque
la BCE a le pouvoir exclusif d'émettre un billet de banque, alors qu'elle partage ce pouvoir avec les États membres de la zone euro pour les pièces de monnaie. Et donc, il y a tout un débat juridique que je vous passe qui est de dire, mais finalement, la monnaie numérique, c'est un billet numérique. Donc si c'est un billet numérique, c'est de la monnaie fiduciaire, mais numérique. Et donc si c'est un billet numérique, c'est bien moi, Banque centrale, qui ai le pouvoir de décider de son émission, et non pas les États. Alors, quand on a commencé à tourner tout ceci, il y a eu aussi une discussion de savoir qu'est-ce qui, à la fin, ou au début, va décider d'appuyer sur le bouton en disant on va émettre un euro numérique. Est-ce que c'est une décision technique? Est-ce que c'est une décision technocratique, en quelque sorte? C'est-à-dire, est-ce que c'est le conseil des gouverneurs de la BCE qui va dire dans ma tour de Francfort, je décide d'émettre tel jour l'euro numérique? Ou est-ce que c'est une décision démocratique? Autrement dit, quelle est la place des États, quelle est la place des représentants nationaux, du Parlement en pratique, dans la décision? Et c'est loin d'être neutre. Quand vous regardez la décision d'avoir émis du yuan numérique, vous cherchez désespérément une décision du Parlement chinois. Toute proportion gardée, même chose pour le Salvador et pour la République centrafricaine, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Autrement dit, est-ce que la décision de franchir le pas, est-ce que c'est un acte technique ou est-ce que c'est une vraie décision politique qui engage, puisque nous serons tous affectés d'une manière ou d'une autre par les conséquences dans la vie quotidienne de cet euro numérique? Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a 3 ans, personne ne se posait la question. Il y a eu un peu une bronca au niveau du Parlement européen qui joue son rôle et qui dit, mais non, attends, ça ne peut pas être uniquement une décision technique. Cela doit être une décision politique. Et effectivement, le Conseil, donc qui regroupe les États membres, a dit, c'est moi qui appuie sur le bouton. C'est moi qui déciderai. Donc les États membres, après avoir entendu ce que me recommandera le Parlement européen, nous ferons une décision en commun d'aller politiquement décider d'un euro numérique. Donc il y a, et c'est là où on rejoint le débat aux États-Unis, avec un contexte politique différent, ça sera, et c'est avant tout, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans la zone euro, une décision politique, et pas uniquement une décision économique. Il y a 3, grosso modo, dans le calendrier le suivant, octobre 2023, c'est demain, octobre 2023, le Conseil des gouverneurs de la BCE va décider ou non de lancer une phase test sur l'euro numérique. Ça durera 3 ans. Et pendant 3 ans, on va voir si ça marche techniquement. Mais au bout de 3 ans, ce n'est pas la BCE qui va décider. Ça sera encore une fois une décision démocratique. Et c'est intéressant quand on replace le débat au niveau, cette fois-ci, américain, non pas dans les élections à venir, mais tout simplement dans le contexte actuel. Vous avez un certain nombre de prises de position émanant généralement des républicains qui envoient des courriers réguliers à l'administration Biden et aussi à la Fed disant « N'oubliez pas que la décision finale doit être une décision de nous, du Congrès. Ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est au Congrès américain de décider. » On a beaucoup parlé aussi des États-Unis sur la création de la Fédérale Réserve. Pour ceux qui s'en souviennent ou pas, Thomas Jefferson, au XVIIIe siècle, était contre. C'est Thomas Jefferson qui, en 1791, a refusé la création d'un système fédéral de banque centrale. Il a fallu attendre, effectivement, le XXe siècle pour voir arriver un système fédéral. Mais donc cette question de la représentation de la monnaie, d'une nouvelle forme de monnaie, d'un billet numérique avec toutes les conséquences que c'est, si c'est un billet, c'est de la monnaie fiduciaire, je vais y revenir, mais cette nouvelle forme de la monnaie, ça ne peut pas être uniquement une décision imposée, ça doit être une décision acceptée. Et là, c'est là où on voit la différence entre les projets de monnaie numérique dans les pays d'état de droit, que je cite même démocratique, et les projets même plus qu'avancés dans les pays qui ne sont pas dans des états de droit. Car toutes les craintes qui ont été évoquées tout à l'heure sont des craintes parfaitement légitimes dans des états qui ne sont pas des états de droit, mais sont des craintes que je trouve non légitimes dans un état de droit. Notamment, j'y reviendrai sur l'utilisation des données, etc. etc. Donc, d'abord, premier point, c'est cette monnaie numérique qui décide de l'émettre. Ça sera donc un acte politique. Cette monnaie numérique, elle sera donc une monnaie non pas scripturale,
une monnaie fiduciaire numérique, en quelque sorte, et qui aura, en tous les cas, c'est ce que nous dit le projet qui a été déposé en juin de cette année par la Commission, qui aura ces caractéristiques juridiques de la monnaie, c'est qu'elle aura un cours légal, on en a déjà parlé, mais on n'a pas parlé d'un autre aspect des formations d'avocats, le pouvoir libératoire. Le cours légal et le pouvoir libératoire, ce n'est pas la même chose. Le cours légal, c'est de dire, moi, République française, c'est ce que nous a montré Yorick à un moment, je décide que dans mon droit, la monnaie nationale, c'est l'euro. C'est écrit à l'article 111-1 du Code monétaire et financier. Et quasiment tous les pays du monde, quasiment, et j'y reviendrai après, ont une disposition identique. Le pouvoir libératoire, c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que quand je vous paye avec 1 euro, ce n'est pas uniquement que le commerçant est obligé d'accepter la monnaie fiduciaire. C'est surtout que, juridiquement, ça libère la dette. Si j'achète ma baguette de pain avec une pièce en euros, et que je prends la baguette de pain et que je donne des euros, ça s'appelle une vente, hein, et bien cette vente, je remets la baguette de pain contre des euros, et en remettant des euros, je suis libéré de la dette du fait que j'ai pris ma baguette de pain. Donc juridiquement, je suis libéré de ma dette. On a beau tourner autour du pot, le Bitcoin n'a pas ce pouvoir libératoire de libérer de la dette au sens civil, au sens juridique du mot, c'est-à-dire d'éteindre la dette. Pour parler des choses plus clairement, même si ça commence à être le cas dans certains États américains, il faut qu'une loi nous dise que vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin. Si une loi ne le dit pas, il n'y a pas de pouvoir libératoire. Et s'il n'y a pas de pouvoir libératoire, vous avez beau avoir payé vos impôts en Bitcoin, si l'État a dit « je ne reconnais pas le Bitcoin », vous risquez de payer 2 fois. On se pose toujours la question, est-ce qu'il est licite, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il est légal ou illégal de payer en Bitcoin? Bien évidemment, dans les pays comme les nôtres, on peut payer en Bitcoin, il n'y a pas d'interdiction, mais ce n'est pas libératoire. Oui, cette différence est vraiment fondamentale. Tous les pays ont aussi ce qu'on appelle une loi monétaire, c'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai décidé que c'était l'euro, donc la loi qui s'applique à mes paiements, c'est l'euro. C'est plus ou moins extraterritorial. Aux États-Unis, c'est très extraterritorial. En Europe, c'est un petit peu extraterritorial. Demain, avec le yuan numérique, ça peut être extraterritorial, mais pour la plupart d'autres pays, ce n'est pas extraterritorial. Donc, cette question de la monnaie, de la forme de la monnaie, de savoir qu'est-ce qui représente la monnaie et quelle est la décision dans un État de reconnaître une monnaie, c'est un acte souverain. Cet acte souverain, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des États, on en parlait un peu du Panama, je vais y revenir, disposent d'une banque centrale et ont désigné une monnaie. Et où on désignait une monnaie. Alors on va prendre les exceptions qui sont plutôt intéressantes. Panama, c'est le seul État au monde. Panama, c'est acheté par les États-Unis, mais au sens physique du mot. 1904, Ferdinand de Lesseps, vous vous souvenez, notre grand ingénieur qui a créé le canal de Suez et qui a essayé de faire pareil au Panama, et puis bon, là, il y a eu la faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont vendu le projet aux Américains, qui ont acheté, qui ont payé toutes les dettes de la société. Mais la contrepartie, si je puis dire, c'est que l'abandon de la souveraineté monétaire du Panama. Ça date de cette époque-là. Donc le Panama, effectivement, n'a pas de monnaie, c'est le dollar américain. Mais vous prenez des micro-États, et si on reste dans l'Europe, San Marin, Andorre, la Cité du Vatican, ils ont une monnaie? Non, ils ont l'euro. Mais ils ont une banque centrale? Oui, ils ont une banque centrale. C'est amusant. Qu'est-ce qu'ils font, cette banque centrale, alors qu'ils n'ont même pas de monnaie? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon. Donc, vous avez la dollarisation ou l'euroisation. Vous prenez d'autres pays en Europe, comme par exemple le Kosovo. De fait, le Kosovo a l'euro comme monnaie sans passer d'accord avec l'Union européenne, contrairement à Saint-Marin ou autre. Vous avez 11 pays dans le monde qui ont décidé de choisir le dollar comme monnaie nationale. Et donc, dans la loi, il n'y a pas écrit « c'est le peso » ou machin, il y a écrit « c'est le dollar », l'US dollar. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes pays ont une banque centrale. Et donc, la réserve de la banque centrale de ces pays, elle est en dollars. La réserve, elle est composée de T-bills, de T-bonds. La réserve, elle est sur des actifs dollars. De la même manière que la réserve des banques centrales
des micro-États dont je parlais sont en euros. Et là, on touche à un autre point que je voulais aussi évoquer tout à l'heure par rapport à ce que j'entendais. On a parlé du Salvador, mais est-ce que vous êtes allé ouvrir le bilan de la Banque centrale du Salvador? C'est du dollar. Il n'y a quasiment pas de bitcoin dedans. Et là, ça pose la question intéressante où les termes en anglais sont plus importants qu'en français. Quand vous avez un billet dans votre main, de dollars ou d'euros, qu'est-ce que représente ce billet vis-à-vis de son émetteur, c'est-à-dire la Banque centrale? Souvent, on dit j'ai une créance contre la Banque centrale. En fait, il faut prendre de l'anglais. Vous avez le billet de banque représente liability, mais ce n'est pas claim. Il n'y a pas de remboursement. Vous n'allez pas aller à la Banque de France, j'ai un billet de 50 €, remboursez-moi mes 50 €. Mais cher monsieur, contre quoi? Contre des euros. Donc, ce n'est pas un remboursement si je rembourse mon 50 € contre 2 billets de 20 et un billet de 10. J'échange une représentation monétaire de 50 € contre 3 représentations monétaires. Mais je ne me fais pas rembourser. Donc, quand vous avez dans votre bilan de la banque un euro numérique, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente une dette contre la BCE ou est-ce qu'il représente liability? Un claim ou liability? Bon, en fait, il y a un petit débat, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le fait d'avoir qualifié l'euro numérique d'un billet de banque numérique fait qu'on va lui appliquer le même raisonnement que pour un billet de banque. Donc, il n'y a pas de remboursement. Vous ne pouvez pas aller à la BCE et dire « remboursez-moi contre de l'or », depuis l'absence de convertibilité, remboursez-moi contre de l'or mon billet de 50 €. Non, je ne peux pas rembourser 50 €, moi, Banque centrale. Je peux vous échanger, mais je ne peux pas rembourser. Je peux vous échanger contre d'autres billets. Et donc, tous ces exemples montrent que les choses sont un petit peu compliquées à propos de monnaie numérique de banque centrale. Et avant de continuer sur ces monnaies numériques de banque centrale, prenons l'exemple aussi et le cas de la République centrafricaine. On a beaucoup parlé à l'époque. Nous avons un deuxième pays qui a reconnu comme cours légal le Bitcoin. Là, ce qui est intéressant, c'est que la situation de la République centrafricaine au niveau géopolitique n'est pas la même que celle du Salvador. Dans les deux cas, vous avez les FMI quelque part, mais plus que ça. La République centrafricaine, elle est membre d'une zone économique, qui est la zone CEMAC, avec un franc CFA, avec une banque centrale et avec un FMI par derrière. Donc vous avez eu en 2021, j'ai un trou de mémoire, la République centrafricaine qui dit « Je reconnais au Bitcoin la même valeur que le franc CFA ». Et donc c'est comme au Salvador, c'est tout pareil. Sauf qu'encore une fois, au Salvador, il n'y a pas de monnaie locale. Il n'y a que l'US dollar. Il n'y a pas de monnaie locale. Alors qu'en République centrafricaine, il y a la monnaie locale qui est le franc CFA. Eh bien, la République centrafricaine, malgré la présence du groupe Wagner, malgré la présence des Russes, etc., ils ont fait machine arrière. Ça, on n'en parle pas beaucoup en général. On n'en parle pas beaucoup. La banque centrale dont dépend la République centrafricaine, aidée par le FMI avec le coup de pouce de la direction du Trésor en France, puisqu'il y a un lien entre le franc CFA, vous savez, et l'euro, a détricoté complètement la loi centrafricaine, ce qui fait que, grosso modo, le Bitcoin n'a plus cours légal aujourd'hui. N'a plus cours légal. On peut payer en Bitcoin, mais ça n'a plus cours légal et surtout, ça n'a plus de pouvoir libératoire. Il n'y a plus de convertibilité. Donc, c'est assez amusant de voir comment on présente parfois les choses en disant, mais c'est ce qui se dit tout à l'heure, en disant, mais voilà, il y a l'évolution pour les petits pays. Mais même ces petits pays sont aujourd'hui sous des contraintes juridiques, des contraintes économiques, des contraintes financières. Qu'est-ce qui finance à la fin? C'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est le réseau de banques centrales. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ou alors à sortir complètement de ce système. Donc Yorick est sorti, mais en fait aujourd'hui, comment peuvent faire ces pays, petits, grands ou moyens? Et le cas de l'Argentine serait intéressant, parce qu'ils ont déjà vécu le cas. S'ils sortent du système international, plus personne ne leur prête. Ce qui est arrivé à l'Équateur il y a une quinzaine d'années. Plus personne ne leur prête. Donc, les monnaies les pays qui choisissent le Bitcoin comme monnaie nationale, il y a un rapport qui est sorti, que je vous incite à lire, du FMI de février 2020 sur les conséquences pour les pays d'adopter le Bitcoin. Vous allez voir, c'est une litanie de choses qui va leur tomber dessus, si vous voulez. Il faut avoir du courage politique, mais surtout, après, du courage économique pour sa population. N'oublions pas, encore une fois, qu'au Salvador, il y a toujours le dollar. Il y a toujours le dollar. Donc, et c'est ça l'intérêt, c'est pas le Bitcoin qui est la seule monnaie,
Ça serait intéressant. Y a-t-il un pays qui va décider que le Bitcoin soit la seule monnaie? Non, les deux exemples qu'on a pour l'instant, et le deuxième a mal tourné, si je puis dire, c'est que c'est concurrent à une autre monnaie. C'est alternatif à une autre monnaie reconnue comme une monnaie centrale. Donc, toutes ces questions autour de la monnaie conduisent à s'interroger sur une CBDC ou une monnaie numérique de banque centrale. Finalement, pourquoi faire? À quoi ça sert? En fait, vous savez, il y a deux types de monnaie numérique de banque centrale. Il y a la monnaie de détail et la monnaie de gros. Bizarrement, ici, on n'entend parler que de la monnaie de détail. C'est celle qui fait le plus parler d'elle. Mais celle qui va certainement voir le jour, c'est la monnaie de gros de banque centrale. Celle qui va servir à faire tous les échanges dans la numérisation des actifs, notamment des actifs financiers. C'est notamment le boulot de SG Forge qui, là-dessus, tokenise des actifs financiers. Et il faut bien trouver un support de règlement livraison numérique à ces actifs financiers. Et tant qu'il n'y a pas de monnaie numérique de banque centrale, on passe par des stablecoins. Mais la monnaie numérique, elle est utile pour la numérisation des actifs et des actifs financiers. Et ça va être réglé par de la monnaie numérique de gros. Ce n'est pas la monnaie numérique dont on parle tous les jours, dont on parle ici, c'est la monnaie numérique de retail. Donc c'est dommage qu'on n'en ait pas beaucoup parlé de la monnaie numérique de gros de banque centrale, parce que celle-là, elle est en train de fonctionner. On en parle peu, il n'y a pas de calendrier particulier, parce qu'elle est déjà quasi de facto en place. Aujourd'hui, on utilise des jetons qui sont des Canada Dry de monnaie numérique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cours légal, mais qui fonctionnent techniquement comme de la monnaie numérique. Alors, ces monnaies numériques de banque centrale de retail, de quoi s'agit-il? D'abord, on ne sait pas quelle est la technologie sous-jacente, ou plutôt, on sait quelle n'est pas la technologie sous-jacente. En tous les cas, en Europe. On nous a dit en Europe, la Banque centrale nous a dit, ça ne sera pas un registre distribué. Ça ne sera pas un registre distribué. Ça ne sera pas cryptographié. Ça sera centralisé. On ne sait pas, ça sera centralisé. En Chine, où ça fonctionne, on ne sait pas très bien quel est le protocole sous-jacent. On sait que ce n'est pas un protocole aussi distribué. On sait qu'il n'est pas cryptographié. Les Chinois ont une sainte horreur, si je puis dire, de la blockchain, à cause du Bitcoin. Mais finalement, tout ceci est très centralisé sur des techniques informatiques qui sont des techniques sur lesquelles il y a bien sûr de l'innovation technologique, mais qui sont assez loin de ce dont on parle ici, qui sont des registres de DLT. Donc les monnaies numériques de banque centrale vont s'asseoir sur des technologies qui sont radicalement différentes des technologies de DLT dont on parle à propos d'actifs numériques et de cryptoactifs. Or, c'est intéressant parce qu'on a aussi parlé tout à l'heure, mais en disant grosso modo pour nous faire peur, en disant mais attention, ces monnaies numériques de banque centrale, on peut vous tracer, on peut savoir toutes vos informations personnelles, elle peut être fondante, elle peut être traçante. Oui, techniquement, c'est exact. C'est-à-dire quand vous prenez la peine d'aller lire entre les lignes, alors, sur la version traduite en anglais, parce qu'en chinois, je ne le lis pas, en mandarin, l'un des rares papiers de la Banque populaire de Chine sur le yuan numérique, ce risque, il est clair, le risque d'avoir une mainmise étatique sur l'utilisation de la monnaie. Mais attention, on nous a dit, à juste raison, qu'il fallait distinguer les États de droit des autres États. Moi, j'ai parfaitement confiance dans nos États de droit. Peut-être à tort, mais c'est la confiance que je fais dans nos démocraties, dans les pays occidentaux au sens large. Dans les pays occidentaux au sens large, et donc dans les pays d'état de droit, toutes ces questions autour de la traçabilité, autour de la monnaie fondante ou autre, on a déjà des réponses. Dans la déclaration du Conseil, du Conseil au niveau de l'Union européenne, en janvier 2023, il a été dit « l'euro numérique ne sera pas une monnaie fondante ». Autrement dit, ce n'est pas ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Vous avez 20 € numériques dans votre poche, et plus le temps passe, moins ça vaut. Non, ça ne sera pas c'est un billet de banque numérique. On ne nous a pas encore dit comment sera effectuée la traçabilité, le fait qu'elle soit une monnaie traçante. Autrement dit, même s'il y a beaucoup de papiers qui sortent effectivement au niveau de la BCE, il y a des chances que cette traçabilité soit soumise à énormément de contraintes réglementaires et juridiques. Autrement dit, on ne va pas dire avec l'euro numérique, je vais pouvoir m'assurer que les 100 € qui sont donnés aux ménages à la rentrée pour payer les frais scolaires sont bien utilisés pour payer les frais scolaires et pas pour aller au restaurant. Ça, c'est possible dans un État non démocratique, ça ne sera jamais possible dans un État démocratique. C'est déjà pas possible aujourd'hui, ça ne sera pas plus demain. Les garde-fous de l'État de droit, couplés à la technologie, feront que ce n'est pas possible. Maintenant, on peut ne pas avoir confiance dans l'État de droit.
Dans ce cas-là, effectivement. Mais l'état de droit, plus les systèmes en place avec les CNIL locales, etc., fait que ce n'est pas possible. Et techniquement, on a une réponse. Est-ce que vous savez que Visa a sorti un token d'anonymisation, justement, Visa, c'est quand même pas des bons, d'anonymisation pour les données personnelles qui sont effectuées dans les paiements. Autrement dit, d'ailleurs, il y a, assez bizarrement, il y a une action en justice potentielle qui s'ouvre aux États-Unis pour concurrence déloyale là-dessus. Mais enfin bref. Vous pouvez, en faisant vos paiements via Visa, vous savez que vous devez transférer énormément d'informations à votre banque et que ces informations, ensuite, peuvent être utilisées dans des conditions très strictes, puisque quand même ces informations existent. Mais si vous mettez un token qui est émis entre le moment où vous payez et le moment où la banque reçoit le paiement ou envoie le paiement, ce token, il est unique. Il contient toutes les données personnelles, il permet de s'assurer du paiement, mais il est détruit après. Autrement dit, le paiement lui-même ne va pas encapsuler les données personnelles. Et ça, c'est un sujet qui est assez bien traité par la Banque centrale européenne, qui dit que les données personnelles ne seront pas encapsulées dans la technologie de la monnaie numérique. Autrement dit, le risque d'avoir ces données personnelles et qui circulent à droite à gauche pourrait être techniquement résolu. Donc, attention aux fantasmes. Bien sûr que c'est possible techniquement, et certains pays ne s'en priveront pas. Dans les pays d'État de droit, ça ne sera pas le cas. Hein? En tous les cas, c'est ma conviction. Hein? J'ai une conviction qui n'est pas forcément en ligne avec la plupart des choses qui ont été dites jusqu'à présent, mais c'est un petit peu l'intérêt de la chose, j'allais dire. Donc, sur ces projets de monnaie numérique de banque centrale par rapport au Bitcoin, la grande différence, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'une monnaie numérique de banque centrale, elle est émise par la banque centrale. Donc, il y a un rapport direct entre le détenteur de la monnaie numérique et la banque centrale, avec le rôle du distributeur, comme a été dit, des banques commerciales, ce que disait Nathalie tout à l'heure, mais ce rôle du distributeur, il est clé. De la même manière qu'aujourd'hui, les billets de banque sont distribués par des acteurs, les euros numériques seront distribués par des acteurs régulés, supervisés, en ce compris pour la sauvegarde des données personnelles ou autres, etc. Donc, est-ce qu'il y a pour le coup, où en est ce projet d'euro numérique, mais aussi de livre sterling numérique et de dollar numérique? Alors, ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est qu'on sent de plus en plus des réticences en disant mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. C'est bien ce que vous faites. Enfin, c'est bien. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est bien. Pourquoi pas? Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais il n'y a pas de demande. Alors, les Anglais qui sont assez intéressants parce que c'est quand même un pays avec une longue tradition. Vous avez 2 rapports qui sont sortis il y a quelques mois de la Chambre des Lords et de la Chambre des représentants qui s'interrogent en disant y a-t-il vraiment une demande pour avoir une livre sterling numérique? On comprend que vous vouliez suivre un peu les 120 autres banques centrales qui sont en train d'avoir un projet de monnaie numérique, mais pourquoi faire? Pour la monnaie de gros, c'est très bien. Pour le retail, pourquoi pas? Et alors la réponse est intéressante de la Banque d'Angleterre, qui est de dire on ne sait pas encore si on va lancer une livre sterling numérique, mais on veut être prêt. Parce que si, pour différentes raisons, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut y aller, eh ben, on veut techniquement être prêt. Donc c'est pas on va sûrement y aller, c'est qu'on veut techniquement être prêt le moment venu. Et quand vous regardez ce même débat aux États-Unis, j'évoquais tout à l'heure les missives qu'envoyaient certains congressmen américains au gouvernement, mais au-delà de ça, vous avez une bronca des banques commerciales, encore plus forte que la bronca des banques commerciales en Europe, qui écrit, vous avez l'équivalent de la Fédération bancaire européenne, mais ici l'association bancaire américaine, qui a écrit de sa belle plume qu'ils ne veulent pas de dollars numériques. Dans tout le mal qu'ils pensaient du dollar numérique. Ça. Autrement dit, il y a un vrai sujet qui est classique dans le monde du commerce, c'est-à-dire bon, l'offre, la demande, ici, en tous les cas, il n'y a pas de demande. Est-ce que l'offre va suffire à créer un besoin là où on a déjà les Apple Pay, machin, etc., et bien sûr Bitcoin ou autre? En tout cas, on n'en voit pas l'intérêt. Et donc, pourquoi, et c'est là qu'on regarde, pourquoi toutes ces banques, pourquoi la plupart, il y a 95% des banques centrales, selon la Banque internationale de règlement, 95% des banques centrales dans le monde qui ont un projet plus ou moins avancé
de création d'une monnaie locale numérique. Mais pourquoi? En fait, parce que ça répond à des besoins différents dans chaque cas. Dans les pays du Sud, effectivement, c'est plutôt l'inclusion financière qui est systématiquement mise en avant pour les raisons qui ont été évoquées aussi. Le Bitcoin peut faire pareil, sans doute, certainement, mais en tous les cas, c'est l'inclusion financière qui est mise en avant. Dans les pays de l'hémisphère nord ou occidentaux, c'est moins clair. Et en fait, quand on creuse les discours, il y a une seule et vraie raison. En Europe, c'est la souveraineté monétaire, autrement dit, c'est le syndrome Libra. C'est la seule raison, à tort ou à raison, plutôt à tort à mon avis, mais c'est la seule raison. Vous avez beau creuser le reste, ça ne passe pas. Quant aux États-Unis, ils ont une approche beaucoup plus pragmatique. Ils disent, mais nous, on n'a pas besoin fondamentalement d'avoir un dollar digital. On a des stablecoins en dollars. Et finalement, le secteur privé fait bien son job de permettre de continuer d'asseoir la domination du dollar dans le monde avec des stablecoins en dollars, qui sont d'ailleurs, comme vous le voyez, pour quasiment tous, émis par des établissements plus ou moins liés avec l'establishment américain. Et donc, on a des approches très différentes, mais donc, des CBDC ou des MDBC, pourquoi faire? Ben, c'est la seule question qui vaille, j'allais dire. Derrière les questions philosophiques, Bitcoin peut faire pareil, machin, etc. Mais pourquoi faire? Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, on n'entend pas de réponse. Il y a un sondage qui a été fait à grande échelle au niveau de l'Union européenne par la Banque centrale européenne, disant que la principale préoccupation des Européens avec une monnaie numérique, c'était les données personnelles. Ça, c'est purement intuitif, c'est du ressenti. Les gens ont une aversion potentielle avec la monnaie numérique, voyant ça comme une atteinte à leur liberté sur les données personnelles. Et c'est pour ça qu'il n'est même pas sûr que dans 3 ans, l'euro numérique soit lancé. Parce que ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas se tromper. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'euro numérique peut être un échec. Mais si c'est un échec de l'euro numérique, ça sera un échec sans doute de l'euro tout court. Et la BCE ne pourra pas se permettre d'avoir un échec de l'euro tout court. Donc lancer un euro numérique, si ça se fait, ça sera vraiment pesé, puisque si c'est un échec l'euro numérique, ça va poser des questions beaucoup plus substantielles pour la Banque centrale européenne. Voilà, donc voilà quelques mots que je voulais vous dire sur la monnaie numérique. Il y en a énormément d'autres sujets. Ça a été dit tout à l'heure par Nathalie, c'est vrai, si ça vous intéresse, vraiment, tout est public sur le site de la BCE, c'est assez rare. Vous trouvez tout, y compris les discussions avec le Parlement européen qui posent des questions assez pointues, les comptes rendus, etc. Donc il y a au moins une chose qu'on peut reconnaître au sein de l'Union européenne sur ce projet, c'est la transparence des discussions, pour autant qu'on veuille faire l'effort d'aller chercher sur les sites qui existent et qui sont accessibles à tous. Après, on est plus sur un débat plus philosophique proprement dit. Voilà, merci de votre attention. Oui, bonjour Bruno, j'ai une question à vous poser. Donc, je suis écrivain et chercheur innovant, chef d'entreprise. Je vais profiter de vos connaissances d'avocat. Vous avez dit que le Bitcoin et les crypto-monnaies n'ont pas de valeur légale en Europe pour l'instant, donc ça n'éteint pas la dette. Je ne peux par conséquent pas payer mes impôts en Bitcoin, par exemple, mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça à l'envers pour faire évoluer la jurisprudence? Je m'explique. Lorsque je vends un objet, n'importe lequel, on va prendre l'exemple d'une voiture d'occasion. Imaginons que j'ai une vieille Twingo. Je la vends. Donc, comme d'habitude, je mets une annonce sur un système d'annonce pour voitures d'occasion. Viennent me voir des personnes qui veulent acheter une Twingo d'occasion. Et quand je les vois, je leur dis, voilà, je suis quelqu'un de moderne, donc j'exige d'être payé en Bitcoin. Donc le premier refuse, le deuxième discute, le troisième accepte. Je lui donne ma Twingo, la clé, on fait les papiers, on fait un contrat, on fait tout comme quand on vend une voiture. Et il me donne les bitcoins pour la somme que je demandais. Et donc il rentre chez lui, j'ai son nom, son adresse, ses coordonnées et tout. Je laisse passer une semaine et je porte plainte contre lui. Parce qu'il ne m'a pas payé, sa dette n'est pas éteinte. Alors, du coup, évidemment, je vais passer pour un bandit. Donc il va être furieux, il va me demander de rendre l'argent. Enfin bon. Et je vais lui dire non, puisque c'est ce qu'on avait convenu. Donc on va se retrouver au tribunal.
Et au tribunal, le juge, qui a plutôt tendance à condamner les bandits, va se trouver devant un choix cornélien. Parce que soit il va condamner la personne à qui j'ai donné ma Twingo à la payer une deuxième fois, soit il va faire une jurisprudence qui fait que le Bitcoin, tout d'un coup, a une valeur de paiement légale en Europe. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je me trompe dans mon raisonnement? Non, il a plein de bon sens et le droit a souvent du bon sens. Et donc, oui. Quand j'ai dit qu'il ne libère pas de la dette, il ne libère pas de la dette, surtout vis-à-vis des tiers, hein, mais entre les parties, dès lors que le contrat est suffisamment bien libellé, vous pouvez payer en bitcoin ou en coquillage, ça lie cet accord lie les parties. Après, ce qui sera possible, c'est que de mauvaise foi, la partie qui a reçu les bitcoins dise « j'avais pas compris que c'était des bitcoins ou n'importe quoi, etc. » Mais contractuellement parlant, recevoir des bitcoins engage contractuellement, mais pas par la loi. C'est ça la différence. Et le contrat, c'est la loi des parties, comme dit le Code civil. Et donc, devant le juge, votre vente de Twingo en bitcoin, elle vaut quelque chose à la valeur contractuelle. Cette valeur contractuelle, elle peut être par contre remise en cause pour différents sujets, notamment s'il y a eu dol ou s'il y a eu des tas de manœuvres autour, etc. Alors que si c'était un bon vieux billet d'euros, n'importe quelle autre activité autour ne pourrait pas remettre en cause la vente proprement dite sur le fondement, en tous les cas, du paiement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je dis que le pouvoir libératoire libère de la dette, c'est libère de la dette vis-à-vis des parties, mais surtout c'est opposable au tiers. Opposable au tiers, c'est-à-dire qu'un tiers ne peut pas après venir contester l'opération que vous avez faite. Oui, je comprends. Mais donc, il y a plusieurs types d'entités différentes, en fait. Il y a l'État, il y a moi, et il y a les tiers à qui je vends ma voiture d'occasion. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, en jouant un peu sur les personnes qu'on choisit, de mettre en place un système qui va obliger le juge à se positionner pour créer une jurisprudence? Non, mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous pouvez faire des contrats en dollars, ils sont reconnus par la justice. Un contrat en dollars, c'est pas différent. Rien n'interdit aujourd'hui de payer en dollars. C'est un accord que vous passez entre l'acheteur et le vendeur. C'est reconnu devant le juge. Oui, mais quand je paye mes impôts, je ne peux pas les payer en dollars. Parce que ça n'a pas de pouvoir, parce qu'on n'a pas cours légal. Ça n'a pas de cours légal. Il n'y a pas la différence entre cours légal et pouvoir libératoire. Il n'y a pas moyen de trouver l'objet qu'on vend et l'entité à laquelle on vend de manière habile pour obliger le juge à créer une jurisprudence en faveur du Bitcoin. Il n'y a pas besoin de changer la jurisprudence qui est là, qui existe et qui permet encore une fois de payer en Bitcoin de la même manière qu'il permet de payer en dollars. La jurisprudence, elle est là. Elle vous l'autorise simplement. Il faut que ça soit bien documenté. Si c'est mal documenté, vous avez un risque de remise en cause. C'est pour ça qu'on ne trouve ça généralement que dans les contrats dits internationaux, hein, avec des contrats gros comme ça, des clauses compliquées, etc. etc. Vous savez, dans les contrats internationaux, c'est ce qu'on appelle les clauses monétaires, dans lesquelles vous pouvez contractuellement prévoir que vous calculez la valeur du contrat dans une monnaie, mais vous la payez dans votre propre devise, ou vous calculez la valeur du contrat dans votre devise, mais vous payez dans une tierce devise. Dans les pays d'état de droit, il y a beaucoup de choses possibles. Simplement, quand il s'agit à la fin d'arriver devant l'État ou un tiers, l'opposabilité de votre contrat n'est pas exactement la même. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement cours légal et pouvoir libératoire. Il n'y aura jamais, sauf si c'est écrit dans la loi, comme c'est le cas au Salvador, de pouvoir libératoire du Bitcoin. Sauf si c'est écrit dans la loi. C'est tout à fait possible. Il suffit de changer la loi. Merci. Une autre question. Oui. En fait, je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Je reviens sur l'intérêt de l'adoption d'une monnaie numérique banque centrale. Est-ce que ça ne revient pas au final à adopter ou à l'assimiler à un moyen de paiement, tel les mobile banking, par exemple, le M-Pesa, comme on remarque en Afrique?
Deuxième question est liée au rôle des banques commerciales dans cet écosystème où serait adoptée la monnaie numérique banque centrale, où les banques gèrent la monnaie scripturale et la banque centrale va émettre une monnaie fiduciaire, c'est l'euro numérique. Donc, voilà. Sur la deuxième question, c'est la grande crainte des banques commerciales. C'est pour ça que les banques américaines, même les banques européennes, mais de manière plus discrète, font part de leur réticence, d'où ce qui a été évoqué par Nathalie tout à l'heure, des niveaux maximum de dépôt et d'utilisation. Parce que Nathalie a parlé de dépôt, mais c'est aussi d'utilisation. Vous pourrez pas, enfin, il y a des chiffres qui ne sont pas encore fixés, mais on parle de quelques milliers d'euros uniquement de montant de transaction et de montant de dépôt, pour éviter de faire sortir les dépôts bancaires vers les dépôts en banque centrale. Le but du jeu, ce n'est pas du tout de casser la machine, parce que me fait penser que j'ai oublié d'évoquer un point. Quand, vous savez qu'on dit dans la banque, les bons dépôts font les bons crédits. Après, il y a un débat dans les économistes, c'est est-ce que les dépôts viennent des crédits ou les crédits viennent des dépôts. Mais bon, peu importe, à la fin, notre économie fonctionne parce qu'il y a du crédit. Si je prends quelque chose de très simple, vous savez, les agrégats monétaires dont j'ai parlé tout à l'heure, M0, M1, M2, M3, grosso modo, M0 en Union européenne et dans la zone euro, c'est 6 500 milliards d'euros, dont 1 500 milliards fiduciaires, c'est-à-dire de pièces et de billets. Mais vous prenez M3, c'est-à-dire M0 plus tout le reste, en ce compris les crédits faits par les banques, c'est 16 000 milliards d'euros. Autrement dit, l'essentiel du financement de l'économie vient des banques. Et les banques, elles prêtent quoi? Elles prêtent en euros. Demain, si on dit le Bitcoin peut remplacer dans une économie une monnaie, comment je peux prêter un Bitcoin? Au sens, bien sûr, je peux le prêter technologiquement parlant, mais la monnaie scripturale, ce n'est rien d'autre que de la monnaie, c'est la différence entre la monnaie commerciale et la monnaie de banque centrale. La monnaie scripturale de banque commerciale, elle existe parce que vous avez la monnaie scripturale de la banque centrale, pardon. Et donc, quand vous créez de la monnaie commerciale, c'est un jeu d'écriture. Donc, vous déposez vos bitcoins dans une banque. Qu'est-ce qu'elle va faire, la banque, avec cette bitcoin? Elle va vous créer d'autres bitcoins? Non. Il n'y a pas plus de bitcoins qu'il en existe. C'est justement l'un des avantages. Mais le métier de la banque, c'est justement transformer, de créer de la monnaie. Et en créant de la monnaie, je crée de la dette, donc je finance l'économie. Mais comment je peux financer l'économie avec des bitcoins? Puisque, justement, j'aimerais bien avoir ce débat avec Yuri, parce que par construction, le nombre de bitcoins étant limité, et par construction, la masse monétaire scripturale étant illimitée, c'est tout le grand débat. Mais comment je finance une économie en croissance si je ne peux pas, moi, banque, qui est l'outil qui permet de financer l'économie, prêter un bitcoin? Enfin, un bitcoin, je peux prêter le bitcoin, mais je ne peux pas faire de levier sur mon bitcoin. Et ça, c'est un sujet, c'est assez curieux, parce que quand on parle beaucoup du bitcoin comme remplaçant les monnaies dans le paiement du quotidien, etc., on oublie souvent la dimension crédit, qui est la base du fonctionnement de nos économies. Comment vous faites financer nos économies, qui sont des économies à crédit? C'est bien, c'est pas bien, mais c'est une réalité, avec des bitcoins. Je n'ai pas la réponse à la question. Comment vous financez ces économies qui fonctionnent avec de la dette lorsque le bitcoin n'a pas de dette? Même chose, quand vous allez voir une banque, vous demandez à être remboursé, pour le coup, vous avez une créance contre votre banque. Vous n'avez pas une créance contre Bitcoin. C'est comme Nabila, allô, il n'y a personne, si vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas vous faire rembourser votre Bitcoin. Vous pouvez vous faire rembourser votre dépôt. Donc, il y a une différence de nature intrinsèque entre les deux. Et si je vous ai donné les deux montants importants, les 6 500 milliards d'un côté, les 16 000 milliards de l'autre, grosso modo, les 6 500 milliards de M0, c'est-à-dire de monnaie fiduciaire, ils peuvent être remplacés par le Bitcoin, grosso modo. Mais les 16 000 milliards, c'est-à-dire les 10 000 milliards de plus, ceux qui font le financement de l'économie, vous faites quoi? Ce n'est pas le Bitcoin qui va les remplacer. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Comment vous allez remplacer les 10 000 milliards d'euros dans la zone euro pour financer l'économie s'il n'y a plus de monnaie nationale, s'il n'y a plus d'euros, s'il n'y a plus du bitcoin? Mystère. Pour revenir, votre première question, c'était sur... Est-ce qu'on n'assimile pas finalement l'euro numérique à un moyen de paiement, au mobile banking par exemple?
Bon, l'euro numérique, encore une fois, c'est un billet digital, c'est un billet numérique. Et dans la réglementation, un billet n'est pas un mode de paiement. Un billet, il a sa nature juridique, il a sa nature économique propre. Et donc l'euro numérique n'est que la représentation numérique de la monnaie, et la monnaie n'est pas un mode de paiement. Ni un moyen de paiement. Un moyen de paiement, c'est un chèque, c'est une carte bancaire qui sont des véhicules qui permettent de transférer de la valeur monétaire, mais ce n'est pas de la monnaie. La carte bancaire n'est pas de la monnaie, la chèque n'est pas de la monnaie, et SWIFT n'émet pas de monnaie. Donc la monnaie numérique, c'est de la monnaie, donc ce n'est pas un moyen de paiement, c'est de la monnaie. Ok, merci. Ça vous laisse sans voix. Comment dire, je voulais faire un talk qui soit un peu décalé par tout ce qu'on a entendu, peut-être pour ça que ça vous laisse sans voix, mais pour montrer qu'il y a, et encore je me suis retenu, mais en tant que mon avocat, je peux prendre les deux opinions extrêmes, hein, bien évidemment, mais voilà, notamment sur toute cette partie attention, Big Brother est là, etc. Si vous n'avez pas confiance dans l'état de droit, je comprends cette critique. Si vous avez confiance dans l'état de droit, ça n'arrivera pas chez nous parce que vous avez tous les garde-fous de l'état de droit qui sont là. Et ça, pour le coup, ces garde-fous n'existaient pas dans les états de non-droit. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà, merci à vous.